Sur la première diapositive, si j'arrive à la voir sur l'écran, vous allez voir une représentation simplifiée du réchauffement à la surface des continents et des océans, sous forme d'un code-barre du climat avec une année, une barre, qui démarre en 1850 et qui s'achève en 2019. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à avoir mes diapositives sur l'écran. Merci. Donc j'espère que c'est décompté de mon temps de parole. Donc cette représentation visuelle a été développée par le climatologue britannique Ed Hawkins et permet intuitivement de visualiser ce réchauffement à la surface planétaire, dont les impacts sont déjà visibles partout, aussi bien pour les activités humaines, en particulier par des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, mais aussi pour les écosystèmes terrestres et marins. J'attends en fait le basculement de l'affichage sur ma présentation. Les résultats que je vais vous montrer sont bien sûr issus d'un grand nombre de travaux de recherche et font suite au progrès des connaissances de ce que j'appelle la formidable aventure scientifique des sciences du climat. Donc vous voyez ce code-barre du réchauffement climatique qui dépasse 1 degré et dont je vais vous expliquer qu'il est piloté par les conséquences des activités humaines. Donc ce réchauffement à la surface de la Terre, nous l'observons de mieux en mieux, localement et par satellite. Nous en comprenons de plus en plus les mécanismes. Cette compréhension est l'héritage d'une formidable aventure scientifique des sciences du climat, avec une construction graduelle des briques de base de la physique appliquée à ce système complexe qu'est le système climatique, qui produit une variabilité intrinsèque et qui réagit aux perturbations passées, présentes et futures du bilan d'énergie de la Terre. Donc, comme dans tous les domaines scientifiques, les sciences du climat s'inscrivent sur l'observation, la compréhension des mécanismes, la modélisation qui permet de comprendre comment ce système fonctionne. Et je souligne que les tendances observées depuis 30 ans ont été correctement anticipées par les premiers modèles de climat océan-atmosphère publiés dans les années 1980. Et enfin, ces modèles de climat jouent un rôle clé pour explorer les futurs possibles. Un premier élément pour cette image d'ensemble du changement climatique: les activités humaines perturbent très profondément la composition de l'atmosphère. Vous le voyez ici sur le temps des derniers 2000 ans, avec cette rupture, et c'est une rupture par rapport aux derniers 2000 ans pour la teneur des principaux gaz à effet de serre que nous ajoutons et qui sont le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. C'est aussi une rupture par rapport aux derniers 800 000 ans pour lesquels nous avons les informations issues des carottes de glace. Et pour la teneur en dioxyde de carbone, c'est également une rupture sur le temps plus long. Nous atteignons une composition qui était atteinte la dernière fois il y a plus de 3 millions d'années, pendant les périodes chaudes du Pliocène. Donc nous ajoutons ces gaz à effet de serre en quantité colossale. Ils empêchent une partie du rayonnement infrarouge de quitter l'atmosphère planétaire vers l'espace, et cela conduit à une accumulation de chaleur dans le système climatique. La plupart de cette chaleur rentre dans l'océan, plus de 90%, en surface et en profondeur. Une partie de la chaleur fait fondre les glaciers, l'enneigement au printemps, la glace de mer près de l'Arctique et, de manière généralisée, les glaciers continentaux. Une partie de la chaleur rentre dans les sols et, enfin, le réchauffement des basses couches de l'atmosphère ne représente qu'1% de cette accumulation d'énergie. J'ai souhaité mettre les dernières données qui permettent de suivre l'accumulation de chaleur dans l'océan. L'océan joue un rôle critique dans le fonctionnement du climat. Et juste pour donner un ordre de grandeur, on va parler de petits niveaux de réchauffement, quelques fractions de degrés à la surface de la Terre. Juste pour préciser qu'entre 2018 et 2019, la quantité de chaleur qui est rentrée dans l'océan représente 45 fois la totalité de l'énergie consommée sur Terre par l'humanité, par l'effet de serre supplémentaire et cette accumulation énorme d'énergie dans l'océan. Et vous voyez cette accumulation d'énergie qui se propage de la surface aux profondeurs. Donc le changement climatique qui a lieu aujourd'hui est irréversible. On ne peut pas revenir au climat pré-industriel du fait de cette accumulation d'énergie dans l'océan qui va ressortir de la chaleur pendant une échelle de temps de plusieurs siècles. Enfin, donc, ce réchauffement à la surface de la Terre, maintenant vous le voyez sous format scientifique, pas sous forme de code-barre, depuis 1850, il est clair qu'il est dû à l'influence de l'homme. L'effet des facteurs naturels, soleil, volcan, vous le voyez représenté en bleu. S'il avait été seul, il aurait conduit à un léger refroidissement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
L'effet des activités humaines est un effet réchauffant dû à l'augmentation de l'effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. C'est le seul facteur, cette augmentation de l'effet de serre, qui explique le réchauffement observé et ses caractéristiques. Enfin, dans un climat qui change, les situations météorologiques changent. Vous avez par exemple une représentation simplifiée de la probabilité d'avoir différents types de températures en un endroit donné, par exemple des étés frais, des étés moyens et des étés chauds. Quand la température augmente en moyenne, vous avez toujours des événements frais, mais les records de froid sont plus rares. Vous avez une moyenne qui augmente, vous avez une forte augmentation de la récurrence d'événements chauds et vous avez de nouveaux événements extrêmes chauds, par exemple 42 degrés en région parisienne, 46 degrés dans le sud de la France. C'est quelque chose qu'on observe sur tous les continents ainsi que dans les océans également. Et donc le changement climatique, c'est un ensemble de conséquences de ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, une modification des extrêmes, les vagues de chaleur, mais aussi l'intensité des pluies torrentielles, favorisée dans une atmosphère plus chaude, ce qui peut transporter plus d'humidité, l'intensification de certains phénomènes de sécheresse, comme autour de la Méditerranée, l'augmentation du niveau des mers qui résulte de l'océan qui se réchauffe et gonfle et de la fonte des glaces continentales. Toutes ces manifestations sont une des conséquences de ce changement climatique. Nous sommes dans une situation où la communauté scientifique s'est appropriée cet enjeu dans toutes les disciplines scientifiques, à la fois sur les sciences du climat dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour en comprendre les impacts et les risques potentiels, pour explorer les options d'action pour l'adaptation, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le nombre d'articles scientifiques dépasse plus de 20 000 publiés par an avec le mot-clé changement climatique. Cela justifie d'autant plus d'avoir un effort collégial, mondial, pour évaluer l'état des connaissances. Qu'est-ce qui est robuste, qui résiste à l'examen critique? Qu'est-ce qui est émergent, potentiellement important pour éclairer des choix politiques? Pourquoi y a-t-il des controverses scientifiques? Où sont les limites des connaissances? Et c'est vraiment le mandat du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Pour ce 6e cycle d'évolution, 31 ans après la mise en place du GIEC, nous avons donc rendu 3 rapports spéciaux transverses aux différentes disciplines scientifiques sur 1,5 degré de réchauffement planétaire à la demande de la COP21 en 2015, sur le changement climatique et l'utilisation des terres, et enfin sur l'océan et la partie enneigée et englacée sur la Terre, la cryosphère, ce dernier rapport rendu en septembre dernier. Nous sommes en plein dans la préparation des rapports principaux sur les bases physiques du changement climatique, les options d'adaptation, les options d'atténuation. Chaque rapport fait l'objet d'un travail d'une centaine d'auteurs pour les rapports spéciaux, 230-250 auteurs pour les rapports complets. Ils sont ouverts sur plusieurs étapes à relecture par la communauté scientifique. Par exemple, sur le rapport que je co-supervise sur les bases physiques, il sera ouvert en relecture dans sa 2e version entre mars et avril de cette année. Cette relecture critique, ouverte, mondiale, elle renforce en fait la rigueur, l'exhaustivité, l'objectivité de l'évaluation de l'état des connaissances et elle fait la particularité et la force de ces rapports du GIEC. Donc le GIEC ne fait pas de recherche en tant que telle, mais passe en revue l'état des connaissances sur la base des publications scientifiques disponibles de manière transparente. Et en faisant cela, il participe également à la maturation de l'état des connaissances et à leur partage. Alors, le rapport sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, je le résume en disant chaque fraction de réchauffement compte en termes d'impact et de risque potentiel d'impact. En termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre compatible, il reste une très petite marge de manœuvre permettant de contenir le réchauffement à un niveau aussi bas, et chaque année compte. Et enfin, c'est un rapport qui inscrit profondément la réflexion sur les options d'action dans le contexte de toutes les dimensions d'un développement soutenable, en particulier son premier objectif qui porte sur l'éradication de la pauvreté, mais aussi sur les enjeux climat et biodiversité. Et ça permet d'illustrer à quel point chaque choix compte. Donc c'est un rapport basé sur plus de 6000 publications scientifiques. Donc à nouveau, on est là sur le réchauffement qui est observé ici depuis 1960, la fraction due aux activités humaines, l'intégralité du réchauffement dans les estimations disponibles. Au rythme actuel de réchauffement, 0,2 degrés de plus par décennie, nous serons dans un monde environ 1,5 degré plus chaud entre 2030 et 2050. Si le climat répond fort aux émissions de gaz à effet de serre, si nos émissions continuent à augmenter, ce sera plutôt
Et ce sera plus tard si nos émissions de gaz à effet de serre diminuent et si le climat répond dans la gamme basse aux émissions de gaz à effet de serre. La question qui nous a été posée, c'est comment contenir le réchauffement à un niveau bas, comment le stabiliser. Et la première condition clé, c'est une forte baisse jusqu'à atteindre le net zéro des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Plus ça arrive tôt, plus le cumul des émissions de dioxyde de carbone est bas, plus on a une probabilité de contenir le réchauffement planétaire à un niveau bas. Et la deuxième condition, c'est maîtriser l'effet net sur le climat des autres facteurs, l'effet net des autres gaz à effet de serre, des particules. Et plus on arrive à maîtriser et réduire cet effet-là, plus on a une probabilité importante de parvenir à contenir le réchauffement à un niveau bas. Donc l'enjeu pour stabiliser le réchauffement à la surface des continents et des océans, c'est d'infléchir des émissions mondiales de dioxyde de carbone qui sont passées de 15 milliards de tonnes dans les années 1970 par an à plus de 40 milliards de tonnes de CO2 aujourd'hui, qui ne font qu'augmenter, pour aller vers le net zéro émission. Je rappelle à nouveau, ce qui compte en termes d'évolution future du climat, c'est le cumul passé, présent et futur de ces émissions de CO2. Si on n'atteint pas le net zéro émission, le climat continuera à dériver. Et enfin, l'importance secondaire, mais également significative, de contenir l'effet net sur le climat des autres facteurs est importante, sachant qu'en plus, un certain nombre de facteurs qui agissent sur le climat agissent sur la qualité de l'air, et agir sur cela permet d'avoir des bénéfices immédiats en matière de santé publique. Alors qu'est-ce qu'un monde 1,5 degré, 2 degrés plus chaud? Plus le réchauffement augmente en moyenne à la surface de la Terre, plus il augmente dans les différentes régions, davantage au-dessus des continents, davantage autour de l'Arctique. Et quand le climat change, la répartition de la pluviométrie change. Les modèles de climat projettent une augmentation de la pluviométrie dans les régions froides en moyenne annuelle et une baisse nette de la pluviométrie en moyenne annuelle, comme elle est déjà observée dans les régions de climat méditerranéen, autour de la mer Méditerranée, comme du côté, par exemple, du sud-est de l'Australie. Enfin, dans un climat qui se réchauffe, pour chaque demi-degré de plus, on projette une intensification d'événements extrêmes, comme l'intensité des pluies les plus torrentielles, ce qui est déjà observé dans le sud de la France, ou bien l'augmentation du nombre de jours très chauds, en particulier dans les tropiques, et l'intensité des jours très chauds, un phénomène qui va être amplifié dans les villes par les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Ces nombres de jours très chauds conduisent à des dégradations d'écosystèmes, peut conduire également à des chutes de rendement ou de productivité du bétail, ce qui montre les liens étroits entre les enjeux climat et les enjeux de sécurité alimentaire. Pour résumer une analyse de risque où on va prendre en compte les aléas climatiques, mais aussi l'exposition, les vulnérabilités, les options d'adaptation, on les résume sous forme de ces barres verticales qui montrent un niveau indétectable de couleur transparente, élevé en rouge et très intense en violet. Et vous voyez qu'entre maintenant 1,5 degré et 2 degrés, le niveau de risque augmente fortement pour un certain nombre de systèmes naturels, typiquement les récifs de coraux d'eau chaude qui subissent des phénomènes de dégradation et de blanchiment. On estime que 70 à 90% d'entre eux seront sévèrement dégradés dans un monde 1,5 degré plus chaud, et quasiment tous les récifs de coraux d'eau chaude pour un monde 2 degrés plus chaud. Des enjeux également importants, par exemple pour l'Arctique. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, l'extension de la glace de mer autour de l'Arctique va diminuer et on aurait quasiment plus de glace de mer à la fin de l'été, une année sur 100. Dans un monde 2 degrés plus chaud, ce serait typiquement une année sur 10. Donc des opportunités pour la navigation autour de l'Arctique et des vulnérabilités pour les écosystèmes qui dépendent de la glace de mer ou les modes de vie qui en dépendent, qui seront très différents en fonction de chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Sur la base d'une analyse de 100 000 espèces d'insectes, de plantes ou de vertébrés, le risque de perte d'habitat pour les écosystèmes terrestres double entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. Donc les enjeux changement climatique, préservation des écosystèmes marins ou terrestres sont intimement liés. Donc clairement, les risques ne sont pas équitablement répartis. Et les risques pour un monde 1,5 degré plus chaud et 2 degrés plus chaud, ils sont disproportionnellement plus élevés pour la région arctique, dans les zones semi-arides ou de climat méditerranéen, pour les petits États insulaires en développement et pour les pays les moins avancés. Et agir pour contenir l'ampleur du réchauffement climatique, ça permettrait d'éviter à plusieurs centaines de millions de personnes, exposées à des risques climatiques souvent croisés et susceptibles de basculer dans la pauvreté, de faire face
à cet enjeu supplémentaire. La question du changement climatique et des choix, c'est une question aussi d'adaptation. Il y a une large gamme d'options d'adaptation qui permet de réduire les risques climatiques. Et bien sûr, plus le climat se réchauffera, plus les besoins d'adaptation vont augmenter, mais avec souvent des limites à ces capacités d'adaptation. On manque de connaissances sur le coût de cette adaptation, le potentiel et les limites dans beaucoup de régions et pour beaucoup de secteurs d'activité. Enfin, qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement climatique à un niveau aussi proche de l'actuel? Ça demanderait en fait, pour le contenir largement en dessous de 2 degrés, de diminuer entre 2010 et 2030 les émissions mondiales de CO2 d'un quart et d'atteindre la neutralité CO2 à horizon 2070. Pour le contenir à 1,5 degré, dans ce rapport, nous montrons qu'il faudrait les diminuer par 2 entre 2010 et 2030 et atteindre cette neutralité CO2 à horizon 2050. Donc ça demanderait des changements à une échelle sans précédent historique, dans tous les secteurs d'activité, bien sûr l'énergie en premier, avec le fait de décarboner la production électrique, d'électrifier les usages finaux de l'énergie, d'électrifier les transports, mais aussi des changements profonds dans l'utilisation des terres pour que, au lieu d'émettre des gaz à effet de serre, les pratiques agricoles permettent d'en stocker de manière durable. Et puis également l'enjeu de préserver la capacité de puits de carbone de la biodiversité terrestre, des transformations dans la manière de penser les villes pour les rendre plus résilientes dans un climat qui change, maximiser l'efficacité énergétique et toutes les options qui peuvent être déployées à l'échelle des villes. Les enjeux également extrêmement importants d'économie circulaire, d'efficacité énergétique du côté de l'industrie et le besoin d'infrastructures au service de ces transformations. On montre qu'il existe une large palette de technologies aujourd'hui disponibles, mais que pour contenir le réchauffement à un niveau très bas, ce n'est pas simplement une histoire de transformation des modes de production, il y a aussi la question des modes de consommation et des changements de comportement qui est essentielle, avec des conditions sine qua non pour contenir le réchauffement à un niveau bas, la sortie la plus rapide possible du charbon et une réorientation des investissements du secteur des énergies fossiles vers les options bas carbone, l'efficacité énergétique d'un facteur 5 à 6 à horizon 2050. Donc cette trajectoire, compatible avec une stabilisation du réchauffement à un niveau très bas, elle ressemble à ce qui est représenté ici. On a plusieurs dizaines qui ont été évaluées dans la littérature socio-économique. Elles ont toutes en commun donc cette diminution très rapide des émissions de gaz à effet de serre, cette neutralité CO2 à horizon 2050, et puis ensuite souvent des émissions nettes négatives. Ça veut dire être capable d'enlever le CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable, avec un point de vigilance particulièrement important, c'est celui de la pression supplémentaire sur l'utilisation des terres, avec des enjeux croisés, sécurité alimentaire, préservation de la biodiversité et climat. Si on attend simplement une dizaine d'années pour agir, qu'est-ce qui se passe? On dépasse 1,5 degré de plusieurs fractions de dixièmes de degré, avec les risques de perte irréversible d'écosystèmes, de gestion croissante de crise pour les sociétés humaines les plus fragiles. Et si on veut revenir en arrière, ça veut dire que les jeunes générations d'aujourd'hui devraient déployer encore plus la capacité à enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker à une échelle colossale dans la deuxième moitié de ce XXe siècle. Et enfin, ce rapport, il souligne les enjeux croisés de l'action pour le climat et des différentes dimensions d'un développement soutenable, en mettant l'accent sur la notion de transition qui soit éthique et juste, qui protège les plus vulnérables. Il montre qu'à chaque fois, dans chaque contexte, il y a différentes trajectoires d'action qui peuvent présenter des synergies ou au contraire créer des effets indésirables dans les autres dimensions d'un développement durable et qu'il est possible de choisir intelligemment un ensemble de mesures pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques d'effets indésirables. Au niveau mondial, pour simplifier, les bénéfices les plus larges, on les identifie quand on agit sur la demande, la sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables et une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Et tout ça, bien sûr, repose sur un ensemble de conditions de faisabilité, en particulier de coopération, de gouvernance à toutes les échelles, d'innovation, alors j'appelle ça l'innovation technologique, sociale et frugale, la mobilisation des financements au service de ces transformations, et j'insiste sur la question de l'éducation et de la formation, qui sont nécessaires mais souvent pas suffisantes pour la mise en place de ces transformations. Alors un mot sur le rapport sur les terres. Donc les terres, nous en dépendons pour notre alimentation, pour les fibres, pour l'énergie, mais aussi pour notre identité culturelle, notre santé et notre bien-être. C'est une ressource critique qui est sous pression croissante. Le changement climatique ajoute à cette pression. Une gestion durable des terres porte un ensemble de solutions extrêmement importantes,
Mais il est clair que ce secteur ne peut pas tout faire, ne peut pas se substituer à une baisse d'émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs d'activité. Alors, quelques chiffres clés. Nous affectons 70% des terres émergées. Nous capturons un quart à un tiers de la productivité primaire potentielle sur les continents. Un quart des terres sont dégradées du fait des activités humaines. 500 millions de personnes vivent dans des zones sujettes à la désertification. Et les zones semi-arides affectées par une sécheresse ont augmenté de 1% par an depuis les années 1960. Nos choix alimentaires pèsent de plus en plus en termes de dégradation d'écosystèmes et de perte de biodiversité. La consommation, par exemple, d'huile végétale ou de viande a doublé par habitant depuis 1960, en plus de l'augmentation de la population mondiale. Le système alimentaire actuel, on peut le résumer en disant qu'il est non soutenable, avec 820 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et le nombre de personnes qui souffrent de la faim a réaugmenté ces dernières années. 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, avec un coût croissant sur les politiques de santé publique. Ce secteur de l'alimentation représente un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et il est vulnérable par rapport à un climat qui change. Et enfin, il y a de nombreuses solutions pour agir, éliminer les pertes et le gaspillage alimentaire, transformer les modes de production, de transformation et de consommation avec les choix alimentaires, avec des intersections majeures en termes de santé publique et d'environnement, préserver, restaurer, renforcer les puits de carbone. En ce qui concerne le boisement, c'est-à-dire l'afforestation sur des zones précédemment cultivées et l'utilisation à grande échelle de cultures pour produire de biomasse pour l'énergie, il y a bien sûr théoriquement un potentiel, mais il y a des limites claires. C'est seulement une partie des solutions à condition d'être intégrée dans une gestion durable des terres. Et enfin, il y a des options importantes de gestion de risque, l'assurance, le partage du risque, la gestion des incendies, qui sont extrêmement importants pour pouvoir agir rapidement. Quelques chiffres clés, le réchauffement au-dessus des continents, c'est déjà 1,5 degré, il est plus intense que la moyenne planétaire. Il est affecté, donc l'état des terres est affecté par la récurrence des vagues de chaleur qui augmentent, les événements de précipitations intenses, une augmentation des sécheresses, en particulier autour de la Méditerranée, dans certains secteurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Les déplacements des zones climatiques affectent bien sûr de nombreuses espèces. On observe un verdissement dans les régions froides parce qu'il y a plus de CO2 que la saison de croissance augmente, mais aussi du fait de l'irrigation, de l'utilisation d'engrais, par exemple en Inde ou en Chine. Mais on a également des zones de brunissement, en particulier les zones affectées par la sécheresse. On observe une augmentation de la dégradation des terres sur le littoral, dans les zones de delta, mais aussi pour les zones de sol gelé qui se réchauffent et dégèlent. Et enfin, la surface affectée par des conditions sèches dans les zones semi-arides, je l'ai dit tout à l'heure, a augmenté. On a tendance à réduire parfois la question de l'action pour le climat au secteur de l'énergie, mais je rappelle qu'en fait, l'usage des terres, dont les activités agricoles et forestières, pèse environ 23% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 13% du CO2 essentiellement par la destruction de milieux naturels, 44% des émissions de méthane, en particulier par la riziculture et l'élevage de ruminants, et 82% des émissions d'oxyde nitreux, en particulier par l'utilisation d'engrais azotés. Les pertes et gaspillages alimentaires, c'est 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et enfin, aujourd'hui, la réaction naturelle des terres aux changements environnementaux capte environ 29% des émissions mondiales de CO2. La persistance de ce puits, elle est incertaine dans un climat qui se réchauffe. Agir vite permet d'optimiser l'utilisation de ce puits plutôt que de rentrer dans une zone de réchauffement important où, par exemple, les sols gelés peuvent rejeter davantage de gaz à effet de serre. Donc, à nouveau, les risques liés au processus terrestre augmentent pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, que ce soit pour la pénurie d'eau dans les régions sèches, les risques liés à l'érosion, les risques de feux de forêt qui augmentent très fortement, en particulier autour de la Méditerranée, entre maintenant 1,5 degré et 2 degrés, les risques liés à la dégradation des sols gelés, et enfin les risques pour l'instabilité de l'approvisionnement alimentaire. Et ce rapport souligne à quel point ces risques ne sont pas qu'une histoire de réchauffement climatique, mais que le niveau des risques dépend des choix socio-économiques. Pour un même niveau de réchauffement, si on fait un choix d'un développement axé sur la soutenabilité, une maîtrise de l'évolution démographique, une réduction des inégalités en sortant les gens de la pauvreté, en leur donnant des capacités d'adaptation, des systèmes résilients, sobres. Dans ce cas-là, en fait, avec une gestion efficace du foncier, on peut contenir, même pour un réchauffement de plus de 2 degrés,
le risque d'insécurité alimentaire à un niveau modéré. Par contre, avec une forte croissance démographique, une explosion des inégalités, des systèmes de production et de consommation intensifs en ressources, des changements technologiques lents, dans ce cas-là, pour un même niveau de réchauffement, on peut rentrer dans une zone de risque important, même pour 1,5 degré de réchauffement planétaire, pour la sécurité alimentaire. Et je termine en passant sur la question de l'océan et de la cryosphère. C'est vraiment clairement, ce sont les milieux où on voit que le changement climatique induit par l'homme laisse une empreinte, et une empreinte en cascade, le monde physique, chimique, les systèmes biologiques dont nous dépendons, avec une notion d'inéluctable, c'est-à-dire des changements qui vont se poursuivre pendant des décennies ou des siècles, ce qui met en lumière l'importance de renforcer la résilience, de la gestion de risques et de l'enjeu de l'adaptation. Les hautes montagnes, c'est directement 670 millions de personnes, mais des milliards qui dépendent du stockage d'eau dans la cryosphère de haute montagne pour le débit des fleuves pendant les saisons sèches. Donc, dans ces régions, les glaciers, la neige, la glace, les sols gelés sont en déclin et vont continuer à diminuer. Ça modifie en fait la saison, les lieux affectés par les risques naturels locaux, comme par exemple les éboulements liés au dégel des parois rocheuses. Il y a des enjeux majeurs de préservation de la biodiversité spécifique aux conditions froides de haute montagne. Et enfin, des enjeux de diversification, par exemple pour le tourisme qui dépend de la neige, et de gestion intégrée de l'eau pour avoir une résilience pour les communautés situées largement en aval. Les régions polaires, elles hébergent une faune unique. Elle est illustrée ici pour l'Antarctique. Mais il y en a aussi 4 millions de personnes qui vivent dans les régions arctiques, où les changements sont particulièrement intenses. Et ils sont particulièrement intenses parce que le recul de la glace de mer, le recul du manteau neigeux, amplifie localement le réchauffement climatique. Dans un scénario où les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent fortement, où le réchauffement est contenu en dessous de 2 degrés, ce sont les courbes en bleu, les tendances observées de recul de la glace de mer arctique, de l'enneigement, du recul de la surface de pergélisol de surface se poursuivent pendant les prochaines décennies puis se stabilisent. Dans un scénario très intensif en émissions de gaz à effet de serre qui correspond à 4-5 degrés de réchauffement à la fin du siècle par rapport au climat pré-industriel, vous avez une accélération des changements dans la deuxième moitié de ce siècle. Mais ce qui se passe dans les régions polaires ne reste pas dans les régions polaires, en particulier parce que les calottes du Groenland et de l'Antarctique perdent de la masse de plus en plus. La perte de masse du Groenland a doublé cette décennie par rapport à la précédente, celle de l'Antarctique a triplé, essentiellement par glissement plus rapide. La fonte des glaciers et des calottes terrestres est devenue le principal facteur de l'augmentation du niveau des mers. Elle va y contribuer pendant une échelle de temps très longue. La hausse du niveau des mers, c'est un enjeu majeur. On a 65 millions de personnes dans les petits États insulaires en développement, plus de 600 millions de personnes sur le littoral. On estime que ce sera 1 milliard de personnes à horizon 2050, à proximité immédiate de la mer. Les facteurs qui contribuent à la montée du niveau des mers sont l'augmentation du contenu de chaleur de l'océan, la fonte du Groenland, l'écoulement de l'Antarctique et la contribution des glaciers. Le principal facteur d'incertitude, c'est la réponse des calottes de glace, et en particulier les mécanismes d'instabilité dynamique des glaces de l'Antarctique, qui sont encore associés à une incertitude majeure. Les projections faites dans la littérature scientifique évaluée dans ce rapport font état d'une augmentation du niveau moyen des mers autour d'une cinquantaine de centimètres à horizon 2100 dans un scénario moins de 2 degrés de réchauffement, donc d'action très forte pour baisser les rejets de gaz à effet de serre. Et dans le cas d'un scénario extrêmement intensif en émissions de gaz à effet de serre, une montée du niveau des mers de l'ordre d'1 mètre à horizon 2100, entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle, la valeur haute a été revue à la hausse en prenant mieux en compte la contribution de l'Antarctique. Et vous voyez que ça se poursuit pendant plusieurs siècles. On est sur des ordres de grandeur d'1 mètre, dans le meilleur des cas ici, à horizon 2300, et de l'ordre de 2,50 m à plus de 5 mètres dans le scénario intensif. Cette montée graduelle du niveau des mers, elle s'associe avec une récurrence des événements de haut niveau marin qui va fortement augmenter. Parce que pour chaque région, vous avez le niveau moyen des mers, régional, local, auquel s'ajoute la marée du mois, la tempête de l'année, la tempête de la décennie ou la tempête du siècle. Dans de nombreuses régions, ce qui était l'événement de très haut marin du siècle passé
va se reproduire annuellement. C'est présenté ici à horizon du scénario le plus bas, sous forme d'une couleur. Plus la couleur est foncée, plus cette récurrence annuelle devient précoce. Et vous voyez que ce sera annuel dans beaucoup de régions, en particulier tropicales, à horizon 2050. Donc la question de la gestion du littoral, des mesures de réponse soit locales, soit par la planification d'un repli stratégique, elle est essentielle pour maîtriser les risques liés à la montée du niveau des mers. Dans différents contextes, les options d'action ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans une ville riche, avec la capacité de durcir vos protections, d'avancer sur la mer, dans un delta agricole, du côté du Mékong par exemple, dans des petites communautés arctiques ou dans des atolls urbanisés, les leviers d'action sont différents. Vous voyez que la capacité à limiter les risques liés à la montée du niveau des mers existe, mais les personnes les plus exposées et les plus vulnérables sont souvent, et c'est le cas dans beaucoup d'aspects liés au changement climatique, celles dont la capacité de réponse est la plus faible. Alors, je vais passer brièvement à la question de la vie marine, parce qu'un océan qui se réchauffe, c'est aussi un océan où les vagues de chaleur marine augmentent fortement. C'est un océan qui absorbe un tiers environ de nos émissions de CO2, donc qui subit une acidification. Et enfin, c'est un océan qui se mélange moins, avec une baisse de la quantité d'oxygène qui passe dans les centaines de mètres sous la surface. Donc ça a déjà des répercussions sur la vie marine, sa répartition, sa productivité. Et les risques pour un ensemble d'écosystèmes marins dépendent fortement du niveau de réchauffement et des émissions de gaz à effet de serre à venir. Ce n'est pas simplement les récifs de coraux d'eau chaude, mais c'est aussi les forêts de laminaires, les prairies côtières, les systèmes de surface et même les systèmes marins profonds qui, graduellement, seront de plus en plus affectés par les conséquences du changement climatique dans les océans. On voit déjà des conséquences dans la répartition des populations de poissons. Ça a réduit le potentiel de prise de pêche, en particulier dans les tropiques, et cette tendance va se poursuivre. Donc les enjeux de sécurité alimentaire, ils ne portent pas que sur la partie terrestre, mais aussi sur les communautés qui dépendent fortement des produits de la mer pour leur sécurité nutritionnelle. Donc j'ai fait ce tableau rapide de l'état des connaissances sur la base de ces 3 rapports spéciaux, et s'il y a un message à retenir, c'est qu'à court terme, il y a cet impératif de renforcer l'adaptation, et nos choix sont importants pour réduire l'ampleur des risques climatiques. Si on agit rapidement pour contenir les émissions de gaz à effet de serre, on peut stabiliser le réchauffement à la surface, mais d'autres conséquences vont se poursuivre. Aujourd'hui, les promesses faites par les États dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, elles impliquent des émissions qui continuent à augmenter jusqu'en 2030. À ce rythme-là d'ambition, c'est plutôt une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 2 degrés à horizon 2050 et 3 degrés à la fin du siècle qui est attendue. Et donc, très profondément, les choix d'aujourd'hui vont déterminer les conditions climatiques de demain auxquelles les jeunes générations vont devoir faire face. Je vous remercie de votre attention.